Bien, bonjour à tout le monde. Donc moi, je vais vous parler de l'apport des nanotechnologies, notamment dans le domaine de l'ischémie cérébrale. Alors peut-être, il est important de savoir comment se positionnent les nanotechnologies d'une manière générale dans le cadre du médicament. Alors, vous savez aussi bien que moi que quand on administre un principe actif sous une forme galénique conventionnelle, eh bien, on est confronté à un certain nombre de limitations. En particulier, un certain nombre de molécules, vous le savez, vont avoir un passage transmembranaire extrêmement limité, c'est-à-dire, par exemple, une mauvaise biodisponibilité. D'autres molécules, et il y en a pas mal, en particulier les molécules issues des biotechnologies, eh bien, elles sont instables et elles sont rapidement métabolisées. D'autres molécules, et même parfois les mêmes, ont un manque de spécificité, soit au niveau cellulaire, soit au niveau tissulaire. Ça veut dire qu'on a finalement une faible activité ou une toxicité importante, bref, un index thérapeutique qui n'est pas très élevé. Alors, certaines molécules ont une pénétration intracellulaire insuffisante, alors que la cible pharmacologique se trouve précisément au niveau intracellulaire. Et enfin, ça c'est un problème majeur, mais dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Vous savez, beaucoup de médicaments actuellement sont actifs de manière extrêmement spécifique sur une voie de signalisation. Et malheureusement, la nature, elle va très rapidement contourner cette voie de signalisation. Et ça veut dire qu'on va avoir l'émergence de résistance. Alors c'est vrai dans le domaine, bien entendu, du cancer, des maladies infectieuses, mais aussi des maladies neurologiques, on l'a vu ce matin. Alors, quand on essaye d'améliorer tout cela, on peut travailler, bien entendu, et les chimistes sont là pour ça, sur la molécule elle-même. Mais on peut travailler aussi sur la forme galénique. Et là aussi, ça va faire appel à de la chimie. Et la forme galénique, eh bien, vous le voyez, ça peut être des nanotechnologies, c'est-à-dire des nanovecteurs qui vont avoir une taille entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres. Et vous le voyez, si l'encapsulation est bien faite, eh bien, on va pouvoir protéger la molécule de la dégradation. Donc, on va résoudre un premier problème. Et ça, vous allez le voir, je vais vous en donner un exemple très précis. Ensuite, encore une fois, c'est de la chimie, mais cette fois-ci, c'est de la nanochimie de couplage en surface. Eh bien, vous voyez que l'on peut équiper ces nanotechnologies de ligands très spécifiques qui vont aller reconnaître de manière sélective certains récepteurs, par exemple, encore une fois, au niveau des cellules tumorales ou des cellules infectées. On peut aussi mettre un certain nombre de ligands qui vont permettre une amélioration de la pénétration intracellulaire et faire rentrer finalement dans les cellules des médicaments, des molécules qui ne s'y accumulent pas spontanément. Alors ce qui est intéressant, c'est que là encore la chimie des matériaux a fait des progrès absolument considérables et on arrive maintenant à libérer le médicament à des cinétiques, à des vitesses que l'on peut parfaitement contrôler et on peut contrôler aussi la distribution intracellulaire de ces nanovecteurs et dans ce cas-là, si on distribue le médicament différemment dans le temps et dans l'espace, eh bien, vous le voyez, on va pouvoir effectivement contourner des phénomènes de résistance. Et puis, dernière chose, là aussi je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais on peut, dans une même nanotechnologie, combiner à la fois des propriétés thérapeutiques, parce qu'on va encapsuler un médicament, et des propriétés de diagnostic, par exemple, si on y associe un élément d'imagerie, c'est ce qu'on appelle le théranostic, et disons que peut dire que ça ouvre éventuellement la voie à une médecine personnalisée. Alors, juste pour vous donner un ordre de grandeur, si on regarde la taille des nanovecteurs, nanoparticules ou liposomes, on va y revenir, sur l'échelle des tailles, eh bien, vous voyez qu'on se trouve à peu près entre la taille des virus et la taille des bactéries, plutôt proche de la taille des virus. Et ce qui est quand même extrêmement intéressant, c'est que finalement, tous ces nanovecteurs ressemblent d'une certaine manière, du moins en ce qui concerne leur taille, aux particules naturelles. Alors actuellement, il faut savoir qu'il y a des progrès considérables qui ont été faits dans l'architecture, dans la conception de ces nanovecteurs. Vous en avez quelques exemples ici, ils ne sont absolument pas limitatifs. Vous voyez par exemple qu'on peut utiliser des phospholipides, qui sont les principaux constituants des membranes cellulaires, pour former des petites vésicules avec des bicouches de phospholipides, vous le voyez, qu'on appelle des liposomes. On peut aussi utiliser des polymères, qui devront être biodégradables, bien entendu, pour pouvoir être métabolisés, excrétés. On parlera alors de nanoparticules qui peuvent soit, comme vous le voyez ici, avoir des structures matricielles, et donc le médicament va être dispersé à l'échelle moléculaire au sein de cette nanomatrice, ou encore on peut avoir des systèmes réservoirs où l'on va faire de la polymérisation d'un monomère à la surface
d'une gouttelette d'huile ou d'une gouttelette d'eau. Alors, comme l'a fait Kataoka au Japon, on peut prendre aussi des polymères qui sont amphiphiles, avec une partie hydrophobe et une partie hydrophile, et quand vous allez les mettre dans un milieu aqueux, ils vont former des micelles polymères. Ou alors encore, plus récemment, on peut faire des hybrides organiques, des nanoparticules hybrides organiques inorganiques, comme on l'a fait un peu plus récemment avec l'équipe de Gérard Ferret, c'est ce que l'on appelle les nanomorphes. Alors, ces technologies, et pour en arriver à notre sujet, on les a appliquées à l'adénosine. Alors, j'ai vu d'ailleurs que l'adénosine était dans une des diapositives qui a été présentée par François Chollet, donc qui est une molécule qui est potentiellement intéressante, effectivement, pour l'ischémie cérébrale. C'est, vous le voyez, un nucléoside endogène qui est présent dans toutes nos cellules. C'est en principe un neuromodulateur, un neurotransmetteur et potentiellement un neuroprotecteur. Le potentiel thérapeutique est extrêmement important, en particulier, notamment, on va le voir, dans l'ischémie cérébrale et éventuellement dans les lésions de la moelle épinière. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas vraiment utilisé l'adénosine comme médicament ? En fait, parce que c'est une molécule qui est métabolisée extrêmement rapidement après son injection. Imaginez-vous que le temps de demi-vie plasmatique de l'adénosine, c'est 10 secondes. Donc 10 secondes après l'injection, on a la moitié de la molécule qu'on retrouve encore au niveau de la circulation générale. Et puis l'autre problème, c'est que malheureusement, cette molécule, qui est quand même plutôt hydrophile, elle ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Et donc l'idée qu'on a eue, c'était précisément de formuler cette adénosine sous forme de nanoparticules. Et on a utilisé la technique suivante, là encore la chimie est importante. On a en fait couplé l'adénosine au niveau de la fonction aminée que vous voyez ici, avec un lipide qui est naturel, qui est biocompatible, qui est le squalène. Et ce bioconjugué adénosine-squalène, quand vous le mettez dans de l'eau, spontanément, ces bioconjugués vont s'auto-assembler, vont s'auto-organiser pour former des nanoparticules en milieu aqueux. Et ceci est dû au fait qu'en fait, vous le voyez ici, le squalène adopte en milieu aqueux une conformation moléculaire qui est extrêmement compacte. Et vous voyez, voilà un peu la structure de ces particules, et par diffraction rayons X, au rayonnement synchrotron, vous le voyez aussi par diffusion de la lumière, on a une taille de particules d'à peu près une centaine de nanomètres, et on a une structure de type nano-éponge. Alors, en collaboration avec Turcay Dalkara, un collègue de l'université HCTP en Turquie, on a appliqué cela à l'ischémie cérébrale. Alors, le modèle utilisé, il est très classique. On va insérer, vous le voyez, un filament au niveau de la carotide et on va induire donc la formation d'un infare que vous voyez ici et dont on peut évidemment parfaitement mesurer le volume. Alors, vous voyez le volume de l'infare ici si on traite par une solution placebo. Vous voyez que si on traite cet infare par de l'adénosine sous forme libre, en fait, on n'a absolument aucune diminution de l'infare ischémié. Et par contre, vous voyez que si on injecte des nanoparticules d'adénosine squalène à la dose de 7,5 mg par kilo et de 15 mg par kilo en pré-ischémie, vous voyez qu'on a une diminution, vous le voyez très très bien ici, une diminution de la zone ischémiée, en particulier de la pénombre. Et cela marche aussi, vous le voyez, si on injecte ces nanoparticules post-ischémie, à la dose de 15 mg par kilo, et même aussi si on a une ischémie permanente de 24 heures. Alors, ce qui est très intéressant, alors tout ceci, de manière en parallèle, si vous voulez, montre une amélioration, vous le voyez très bien ici, du déficit des scores neurologiques. Alors, ce qui est intéressant, et on y reviendra, et il y a beaucoup de lumière, mais on le voit très très bien, je pense, sur les écrans, c'est que si on regarde les micro-vaisseaux, vous voyez qu'au niveau des animaux qui sont non traités, on a des capillaires qui sont embolisés. On le voit très très bien ici, c'est ce que vous voyez ici en rouge. Alors que les animaux traités par les nanoparticules d'adénosine squalène, vous voyez qu'on a beaucoup moins, on en a encore quelques-uns, mais on a beaucoup moins de microcapillaires qui sont ischémiés, donc avec des agrégations, en particulier d'érythrocytes. Et vous voyez, quand on fait des biopsies, on voit qu'on a une image histologique qui est très fortement améliorée, avec des pieds astrocytaires qui sont beaucoup plus normaux que chez les animaux non traités, et là aussi une structure des capillaires qui est relativement préservée.
Alors, on était absolument convaincus que, en fait, les effets observés résultent de deux choses. D'une part, le fait qu'on a encapsulé l'adénosine, et donc on la protège de la métabolisation rapide. Et puis, vous savez que le squalène étant un lipide, eh bien, l'idée, c'est que quand vous avez des molécules plutôt lipophiles, elles vont passer la barrière hémato-encéphalique que vous voyez ici, et qui est finalement la barrière qui sépare la circulation sanguine, où on a évidemment injecté les particules, et le parenchyme cérébral. Et pour démontrer cette hypothèse, eh bien, on a fait un double marquage radioactif. On a marqué l'adénosine au tritium, vous le voyez ici, et puis on a marqué le squalène au carbone 14. Et on a regardé la biodistribution, et en particulier, bien entendu, on s'est intéressé au cerveau. Et qu'est-ce qu'on a observé? Eh bien, première chose en bleu, c'est qu'il n'y a absolument pas de passage de carbone 14. Donc, contrairement à ce qu'on croyait, le squalène ne passe pas la barrière hémato-encéphalique. Et la partie adénosine marquée au tritium, vous le voyez ici en rouge, il y a un petit peu de tritium, pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu qui pénètre au niveau des structures cérébrales. Mais lorsque l'on fait une analyse analytique par radio-HPLC de la présence d'adénosine ou d'adénosine squalène au niveau du cerveau, eh bien vous voyez qu'on n'a rien du tout. En d'autres termes, l'hypothèse était fausse, et ni les nanoparticules, ni l'adénosine squalène, ni l'adénosine, malheureusement, ne passent au niveau cérébral. Alors, on s'est posé la question de savoir quel est le mécanisme finalement d'action de ces nanoparticules à base d'adénosine squalène. Alors, on a fait une étude pharmacocinétique que vous voyez ici, et après injection intraveineuse, eh bien, vous voyez qu'on a des concentrations d'adénosine squalène pendant au moins 60 minutes, 1 heure, on n'a pas été au-delà, mais on voit bien qu'on a des concentrations importantes au niveau de la circulation générale. Alors que quand on administre l'adénosine sous une forme libre, d'une simple solution aqueuse, on ne trouve rien à cause de la métabolisation rapide. Et donc on a pensé que finalement ces nanoparticules d'adénosine squalène représentaient des véritables réservoirs d'adénosine dans la circulation générale. Or, vous savez qu'il y a des récepteurs, l'adénosine a plusieurs récepteurs, A1, A2A, A2B, A3, et un certain nombre de ces récepteurs sont localisés au niveau de l'endothélium cérébral vasculaire. Et on a relié ça au fait qu'à la reperfusion, eh bien, on voit bien, et on l'a quantifié ici, qu'on a beaucoup moins de microcapillaires ischémiés après traitement avec l'adénosine squalène que lorsque les animaux n'ont pas été traités. Et finalement, l'hypothèse, c'est qu'on a une neuroprotection par amélioration de la microcirculation cérébrale en ayant finalement une activité périphérique, et il n'est donc pas nécessaire, dans ce cas-ci, dans tous les cas, de passer la barrière hémato-encéphalique pour avoir une efficacité thérapeutique. Alors, on a voulu aller plus loin, notamment au niveau cellulaire, pour comprendre un peu quelles étaient ces interactions entre ces nanovecteurs d'adénosine squalène et les cellules endothéliales cérébrales humaines. Alors, une première expérience que l'on a faite, qui est assez simple, c'est qu'on a marqué ces nanoparticules d'adénosine squalène avec un fluorophore, vert en l'occurrence, et puis on a étudié la pénétration intracellulaire dans des cellules endothéliales cérébrales humaines. Et vous voyez très très bien ici, ça c'est la visualisation, je dirais, de la pénétration intracellulaire. On a une pénétration intracellulaire de ces nanoparticules qui est quand même extrêmement importante sur le plan quantitatif. Alors, on a été plus loin et on s'est posé la question de savoir est-ce que les nanoparticules sont intactes ou pas au niveau intracellulaire. Et pour cela, on a fait du FRET, pour Foster Resonance Energy Transfer. Et là, en fait, vous le voyez, on va exciter par la lumière, par une longueur d'onde bien déterminée, un donneur qui lui-même va émettre dans une certaine longueur d'onde, qui est la longueur d'onde excitatrice de l'accepteur, et l'accepteur va émettre, bien entendu, à une certaine longueur d'onde. Et quand on a du fret, ça veut dire qu'on a une nanoparticule qui est intacte. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, on a mis ces deux fluorophores, le donneur en vert et l'accepteur en rouge, dans la nanoparticule. Tant que les deux fluorophores sont très proches l'un de l'autre, on va avoir un signal fret. Quand la particule se désagrège, c'est ce que vous voyez ici, évidemment les fluorophores
vont être loin, vont s'éloigner les uns des autres, et quand vous n'avez pas une distance très proche entre le donneur et l'accepteur, vous n'avez plus de signal fret, et vous ne voyez que l'émission qui est due au donneur. Alors, qu'est-ce que cela donne? Eh bien, vous voyez que si on incube ces nanoparticules avec les mêmes cellules, et qu'on regarde le signal fret, vous voyez qu'on a une augmentation du signal fret jusqu'à peu près 8-10 heures, et puis après, on a une diminution. Et ça signe un petit peu une capture de nanoparticules sous forme intacte, mais une dégradation, je dirais, un désassemblage au niveau intracellulaire. Alors, on a été plus loin et on a utilisé un système d'insert qui essaye de mimer un petit peu ce qui se passe in vivo. Je ne sais pas si ça le mime vraiment, mais où vous avez une culture de ces cellules endothéliales cérébrales humaines. Sur la partie supérieure, vous avez le compartiment apical, et sur la partie inférieure, vous avez le compartiment basolatéral, et vous allez incuber ces nanoparticules sur la partie supérieure, et vous regardez à ce moment-là le signal fret, et on voit très bien qu'on a un magnifique signal fret, de même que dans les cellules, comme on vient de le voir. Par contre, si on regarde au niveau basolatéral, ce qui correspond finalement à la partie cérébrale, eh bien on voit que là, on a perdu absolument tout signal fret. Vous le voyez ici, on a juste le signal du donneur, et ceci signe très clairement que les particules sont dégradées, et donc dans tous les cas, elles ne passent pas intactes à nouveau à travers cette barrière hémato-encéphalique artificielle. Alors, je voudrais terminer... 4 minutes. 4 minutes, ben, c'est exactement ce qu'il me faut. Alors, je voudrais terminer pour vous montrer qu'on peut appliquer également ces technologies à une autre pathologie neurologique qui est le trauma de la moelle. Alors, qu'est-ce qu'on fait en 4 minutes? Eh bien, on va laisser tomber un poids d'une distance bien définie sur la moelle épinière d'animaux de laboratoire, et ça va entraîner, comme vous allez le voir au niveau du petit film, ça va entraîner tout simplement une paralysie des membres postérieurs. Alors, le film marche, voilà. Alors, ça, c'est le groupe trauma, donc les animaux qui n'ont pas été traités. Et vous voyez très très bien qu'il y a une paralysie totale des 2 pattes postérieures. Alors, si vous traitez les animaux par une solution d'adénosine sous forme libre, vous voyez qu'il n'y a pas de changement. Pourquoi? Parce que la molécule est métabolisée extrêmement rapidement, n'a pas d'activité. Alors, on prend comme témoin des nanoparticules de squalène, il n'y a pas d'adénosine. Vous voyez que le squalène en tant que tel n'a pas d'activité. Et vous voyez par contre que si vous administrez les nanoparticules par voie intraveineuse d'adénosine squalène, après 72 heures, eh bien, l'animal a récupéré pratiquement toutes ses capacités de marche. Alors, il faut rester modeste. Hein. Il est évident qu'on est là à, je dirais, des essais qui sont tout à fait précliniques. On est loin d'être dans la clinique. Vous savez que malheureusement, les modèles animaux ne sont pas toujours représentatifs de ce qui se passe en clinique. Mais bon, ça vous montre quand même un concept qui est celui de protéger une vieille molécule très connue, etc., et en la délivrant différemment, eh bien, d'améliorer l'activité. Alors, on regarde évidemment le score locomoteur, vous le voyez en jaune, il n'y a qu'avec le traitement des nanoparticules que les animaux récupèrent, et on peut faire aussi des biopsies, vous le voyez ici, et regarder en particulier les axones qui sont dégradés, comme vous le voyez très très bien ici, hein, avec les différentes lamelles. Et vous voyez qu'en traitant avec les nanoparticules d'adénosine squalène, eh bien, on réduit de manière relativement importante, enfin, tout à fait significative, le nombre de petits axones qui sont intacts, qui sont régénérés. Et donc, j'en arrive à ma conclusion, je suis dans les temps. Je ne voudrais pas paraphraser Corneille, mais quand même vous dire que finalement, pour réparer le cerveau, et comme d'ailleurs pour beaucoup de choses dans le domaine de la thérapeutique et de la pharmacologie, la façon de donner, c'est-à-dire finalement la forme galénique, eh bien, vaut au moins autant, pas plus, mais autant que ce que l'on donne. Et je vous remercie pour votre attention. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est passionnant. Nous avons le temps donc pour des questions.
Est-ce que les molécules fullerènes ont été utilisées pour encapsuler des médicaments? Les fullerènes? Oui. Oui, alors oui, il y a des choses qui ont été faites avec les fullerènes. Alors bon, avec les fullerènes, le gros problème, c'est évidemment la biodégradabilité. Il faut savoir que tous ces nanovecteurs, quand on utilise la voie systémique intraveineuse, il faut absolument qu'ils soient biodégradables. Elles sont trop stables. Elles sont trop stables. Sinon, elles sont trop stables. Oui. Elles vont s'accumuler dans les macrophages. Elles vont faire des thésaurismoses. Et vous voyez très vite apparaître des toxicités chroniques qui sont dues à des accumulations intracellulaires. Oui, une question. Moi, je n'ai pas trop compris ce qui se passait au niveau des cellules endothéliales. Vous avez dit que vos particules rentraient. Oui. Apparemment, elles se désintégraient. Oui. Et vous aviez d'ailleurs dit que ceci améliorait la circulation. Donc on améliorait la circulation, oui. Et en plus on rentre, les molécules se dégradent, et l'adénosine s'en va où là dans tout ça Alors l'adénosine, vous savez qu'en plus il est extrêmement difficile de doser l'adénosine en tant que telle parce qu'elle est directement métabolisée. Donc ce qui est clair, c'est que dans tous les cas, il y a une interaction avec les cellules endothéliales cérébrales. Ça, c'est clair. On voit bien que dans tous les cas in vitro, alors in vivo, on ne sait pas, mais dans tous les cas in vitro, il y a une capture de particules qui sont intactes. Et vous savez qu'au niveau des cellules endothéliales cérébrales, il y a toute une série de récepteurs de l'adénosine, notamment les récepteurs A2A, A2B, qui ont parfois des actions qui sont contradictoires. Mais dans tous les cas, un de ces effets, c'est de relâcher les muscles lisses de la microcirculation et donc à la reperfusion, d'avoir un effet neuroprotecteur et d'avoir moins d'embolisation de la microcirculation. Parce que j'avais cru comprendre que votre adénosine interagissait avec le récepteur et que ça permettait de rentrer. C'est comme ça que vous l'aviez présenté. Ah non, ça on n'a pas montré que c'était via l'adénosine qu'on interagissait avec le récepteur, mais il y a probablement une interaction entre l'adénosine libérée et le récepteur, peut-être libérée localement. Oui, je comprends bien votre désir de vouloir quantifier le passage au travers de la barrière, mais dans la pathologie, dans la situation pathologique réelle, la barrière, elle est malgré tout extrêmement altérée. Alors, écoutez, apparemment, d'après Turcay d'Alcara, qui est quand même un des spécialistes reconnus mondialement dans l'ischémie cérébrale, non. Dans tous les cas, dans le modèle que nous utilisons, la barrière n'est pas altérée. Oui, même à la reperfusion. Donc ça, il est extrêmement clair sur ce modèle-là. C'est une question d'ailleurs qu'on a eue de la part des reviewers quand on a soumis à des articles concernant cette affaire-là. C'est de dire, oui, mais vos particules, elles passent sans doute parce que vous avez un endothélium vasculaire cérébral qui est effectivement... Mais non, parce que on a travaillé aussi il y a quelques années sur un peptide qui est inhibiteur de caspase, toujours dans l'ischémie cérébrale, et avec d'autres types de nanoparticules qui ciblaient en fait le récepteur de la transférine. Et en réalité, là aussi, un reviewer a dit, oui, mais vous ne passez pas par le récepteur de la transférine, vous avez en fait une barrière hémato-encéphalique qui est partiellement dégradée. Et donc, ce que l'on a fait comme manip, c'est qu'on a pris des rats nouveau-nés, où il y a une expression de caspase importante quand, évidemment, le système nerveux se met en route. Là, on sait que la barrière endothéliale est intacte, puisque ce sont des ratons, des jeunes rats qui sont totalement sains, et on a mesuré l'inhibition de l'expression de la caspase 3 après injection de nanoparticules. Et on a vu qu'on inhibait. Et donc, ça veut dire qu'on passait à travers une barrière hémato-encéphalique qui était intacte. Mais bon, ça représente quand même, dans ce cas-là, des très faibles pourcentages. Une question, microcirculation, en fait, on a l'impression qu'il y a une activité anti-agrégant plaquettaire ou pas, non? C'est probablement parce qu'on a des vaisseaux on a probablement des vaisseaux qui se distendent et qui empêchent l'agrégation des plaquettes et des érythrocytes. J'avoue que je suis un peu resté sur ma faim pour comprendre ce qui se passe réellement, parce que votre dernière image où on voit des souris qui ont récupéré leur fonction motrice, c'est remarquable. Oui. Et sachant que vos nanoparticules ne pénètrent pas dans le cerveau, que l'action doit se faire au niveau des micro-capillaires locaux, mais alors finalement stimuler la vascularisation capillaire, ça peut être obtenu par d'autres voies. Je
Je pense qu'il y a pas besoin... Peut-être. Non, mais ça serait une bonne preuve, pas une preuve directe, mais indirecte. Tout à fait. C'est la cible. Tout à fait. Tout à fait. C'est une autre voie qui peut être tout à fait envisagée. Oui, mais on n'a pas d'information. Non, on ne l'a pas fait. Donc ça reste une hypothèse pour interpréter... Pour le moment, c'est une hypothèse, mais enfin, on est en train de travailler là-dessus pour le moment. Merci. Est-ce qu'il y a une série de nanoparticules qui soit spécialisée dans le passage de la barrière? Alors, en fait, c'est le rêve de tout galéniste d'avoir des particules qui passent la barrière hémato-encéphalique. En réalité, quand vous regardez ce qui a été fait dans la littérature, il y a du passage, mais il est extrêmement limité. On est de l'ordre de 0,1, 0,5% par gramme de la dose injectée. Donc c'est extrêmement faible. Alors, quand vous regardez la littérature, en particulier tout ce qu'a fait Kreuter, qui était un pionnier dans le domaine, tous les effets pharmacologiques qu'on observe le sont généralement avec des molécules qui ne passent absolument pas la barrière hémato-encéphalique, donc on a zéro effet pharmacologique avec la molécule libre, mais qui ont une activité à très faible dose. Alors évidemment, si on arrive à faire passer des très faibles quantités de nanoparticules avec une molécule qui est active à très faible dose, on peut voir des effets. Par exemple, ça a été fait avec la dalargine, et avec notamment des particules qui étaient capables de reconnaître le récepteur des LDL au niveau de l'endothélium vasculaire cérébral. Mais bon, c'est certainement le rêve des gens qui font cela. Moi, je suis quand même, après avoir pas mal travaillé sur le sujet, je ne suis pas sûr qu'on arrivera. D'ailleurs, après ça se posera tout le problème de la toxicité centrale de ces particules, comment est-ce qu'elles se dégradent dans le cerveau. On n'est quand même pas dans les mêmes conditions que dans le torrent circulatoire, etc., etc. Donc actuellement, dans tous les cas, il n'y a pas, à ma connaissance, de système nanoparticulaire qui réellement est capable de passer en grande quantité à travers la BHE. Le professeur Carpentier nous a raconté il y a environ un mois, à l'Académie de médecine, le neurochirurgien, qu'il avait trouvé un moyen, je serais incapable de vous le raconter comme ça, de franchir la barrière de manière transitoire, la barrière ménagée, en faisant je ne sais trop quoi à l'intérieur, franchement. Mais, oui, peut-être. Enfin, des ultrasons. C'était tellement intéressant qu'il est revenu nous l'exposer en commission. Et on en a retenu quelque chose qui avait l'air de marcher, puisqu'il en apportait la preuve neurochirurgicale. Est-ce que vous en avez entendu parler? Je sais il y a pas mal de gens qui essayent... C'était des ultrasons. Oui, c'est ce que je disais, c'est des ultrasons. Voilà, des ultrasons. Alors, effectivement, ça c'est un moyen. Il y a des moyens d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Si vous injectez des solutions hypertoniques, vous allez ouvrir la barrière hémato-encéphalique. Les ultrasons, effectivement, permettent d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique. C'est une approche intéressante, qui est expérimentale quand même à ce stade-ci. Parce que... chez l'homme. Oui, mais qui est expérimentale. Ah, peut-être, oui. Qui est expérimentale. Bon, toute la question est de savoir, quand on ouvre totalement la barrière, on ne l'ouvre pas qu'aux médicaments en question. On l'ouvre aussi à toute une série d'autres molécules de la circulation générale, et il faudra voir un petit peu sur le plan toxicologique ce que tout ça va donner. Une dernière courte question de Monsieur le Chevalier. Les neurologues parlent aussi de la barrière astrocytaire. Il y a autour du capillaire, le second élément de la barrière, ce sont les couronnes d'astrocytes. Tout à fait. Premièrement. Deuxièmement, la barrière n'est pas fermée partout, comme vous le savez. Il y a 3 ou 4 régions où elle n'est pas fermée. Elle est ouverte. Oui, c'est vrai. Mais alors c'est vrai, mais pour moi, quand je parle de la barrière hémato-encéphalique, pour moi, c'est les cellules endothéliales, c'est les péricytes, c'est le pied des astrocytes. Il y a d'ailleurs un dialogue très complexe entre ces cellules. Allusion, c'est justement la manipulation des astrocytes, de l'élément astrocytaire, plus qu'autre chose, pour faire ouvrir ou fermer la barrière. Oui. C'est ce qu'on avait eu, la conférence qu'on avait eue de notre collègue Privat, à propos des traumatismes de la moelle. Merci beaucoup, merci encore.